Bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci d'être venus. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, je vais vous présenter Louis. Louis qui est développeur Go chez Ubisoft. Alors, il faut savoir que Louis a la particularité d'être un petit peu old school dans ses pratiques. Vous aurez le temps de voir ça au travers de la présentation. Mais Ça. rassurez-vous, on va y remédier, on va travailler à ça ensemble. Eh ben, écoutez, moi je vais vous présenter un peu Vincent. Vincent qui est développeur avec moi à Ubisoft et qui a aussi une particularité, c'est-à-dire qu'il apprécie faire des hackathons et autres présentations. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs aujourd'hui. Et là, on va vous présenter du coup le petit outil qui est Container Continuous Checkup, si je l'ai dit dans le bon sens. Non, c'est le mauvais sens. Là, au mauvais Continuous sens. Container Checkup. Ah, c'est le stress, ça, Je vous ça va, jure, on a répété ce talk. Ouais, ça réussit pas. Du coup, bah, je vais te laisser présenter l'historique de cet outil. Oui, alors tout a commencé il y a quelques mois en lisant un article de blog. En fait, j'ai découvert une pratique qui était cette pratique de build horizon. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens à qui ça parle dans la salle. Pas grand monde, personne. Et ben, c'est bien, vous n'êtes pas venu pour rien, vous aurez appris quelque chose. C'est une pratique qui nous vient de chez Google. Et en fait, en 2 mots, ça consiste à mettre une date d'expiration sur vos builds. Simplement à dire, tous les builds qui sont trop vieux, en fait, ils iront pas en prod. Donc l'intérêt assez simple, c'est de dire tous ces vieux services qu'on laisse traîner dans un coin de la prod, l'idée c'est qu'il ne faut plus qu'ils soient là, et parce que en fait, au fur et à mesure du temps, ça va devenir des vrais passoires et potentiellement des portes d'entrée pour les gens qui sont méchants sur Internet et qui veulent venir s'introduire chez vous. Non, jamais. Ça n'arrive jamais. Et donc tout ça, c'est arrivé quelques jours avant un hackathon. Donc, ça tombe bien, on avait mon assistant qui va changer le slide. On avait un sujet de hackathon tout trouvé, et donc on a commencé par se dire, ok, alors déjà ce qui serait sympa, ce serait de savoir quel est à peu près l'âge de nos builds, de nos images dans nos clusters Kubernetes. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de savoir comme ça facilement en regardant un dashboard ou ou en appuyant sur un bouton, de savoir l'âge moyen de leurs images dans leur cluster Kubernetes. Non, pas grand monde, hein, personne. Nous non plus. Donc, du coup, on s'y est attelé. On a commencé à regarder, à analyser toutes nos images qui tournaient sur le cluster pour remonter leur âge. Et puis, on s'est vite rendu compte que finalement, ce n'était pas suffisant. Qu'on pouvait remonter d'autres infos qui allaient être plus pertinentes quand on allait les corréler ensemble. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous utilisez un produit open source qui fait une release tous les 6 mois. Donc dans ce cas-là, avoir une image qui date de 6 mois, ce n'est pas forcément gênant s'il n'y a pas eu de nouvelle release. Surtout si le développeur open source, il est parti en vacances pendant 2 mois pour décompresser. Inversement, peut-être que vous utilisez une image qui est produite par une autre équipe en interne, qui est super véloce, qui produit 3 versions par jour. Et puis là, si vous avez une version qui date d'il y a un mois, c'est plus la même chose. Donc du coup, on s'est mis à remonter plein d'infos comme ça. On a corrélé un peu tout ça dans ce qu'on a appelé un score de fraîcheur de l'image. Et puis, comme c'était un hackathon, on n'avait pas beaucoup de temps. Du coup, on s'est dit, on va pas faire une super UI, on va simplement exposer des métriques Prometheus. Et puis, on va mettre un joli dashboard Grafana dessus. Parce que ça fait toujours un petit effet waouh. Et avec un effet waouh, on gagne les hackathons. Donc, du coup, on a gagné le hackathon. Et puis on a fait tourner ça pendant un petit moment, et puis à un moment donné on s'est dit c'est sympa, mais on va le réécrire. Donc récemment on l'a réécrit, on lui a donné un petit nom sympa qu'on n'arrive jamais à prononcer dans le bon sens, Continuous Ouais. Container Checkup, dont on va vous faire la démo tout de suite. Alors c'est parti, La démo. voilà. Alors moi, je découvre un peu l'outil en Oui voilà, il théorie. faut savoir, voilà, Louis découvre en même temps que vous. Voilà. Donc voilà, un dashboard Grafana qui nous montre un petit peu tout ce qu'on a sur un cluster donné. Donc on peut voir là maintenant, par exemple, c'est assez facile d'avoir l'âge moyen de nos images. Ah oui. Donc en semaine, 38 semaines. Donc 38, ça fait combien en mois? 38 semaines? je pense qu'on est plutôt à 7 mois là, on est un peu plus. Ouais, on n'est pas top C'est là. pas terrible, hein? Non, pour le coup, je ne sais pas si on sera accepté pour aller bosser chez Google. Hmm. Et donc on a d'autres informations, comme je disais, qu'on a remonté, par exemple le nombre de versions plus récentes, etc. Donc là, on a pas mal. Tu pourrais peut-être rafraîchir, je pense qu'on a un bug d'affichage. Je pense que c'est un Ah, problème de connexion Internet. Normalement, on peut voir le détail par. Oh, nous avons perdu ah oui. Internet. Ah oui, ça commence bien. L'effet des mots, c'est magnifique. Donc normalement, on peut voir le détail par image aussi, pour pendant que Louis va travailler un peu sur la partie Voilà. technique. On a été déconnecté du VPN.
Donc on peut voir le détail par image pour le score de fraîcheur. Donc c'est un pourcentage. Donc simplement quand c'est 100%, c'est que votre image elle est super fraîche. Elle est toute belle, vous venez de la construire et elle sort de votre pipeline de CI. Et puis plus le score diminue, plus en fait elle se détériore. Donc ça veut dire elle prend de l'âge. Il y a des nouvelles releases, des nouvelles versions de cette image qui vont sortir. Et puis d'autres critères qu'on va voir au fur et à mesure. Donc je pense qu'on n'est pas loin d'être C'est bon. retourné. Voilà. Et donc là, voilà, on peut voir quand on est dans le vert, on est content. Je te laisse, vas-y, Ouais, ouais. redécouvrir. Redécouvre Allez, un peu. je continue. Ouais, c'est bon. Euh, du coup, on voit du Loki, du Grafana, du Tempo, enfin des outils, somme Ouais, toute. alors c'est un bon point, effectivement, c'est intéressant, c'est qu'on n'a pas que nos images internes, on a toutes les images qui tournent dans notre cluster, y compris des composants externes. Alors là, ça va peut-être faire beaucoup. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux filtrer peut-être par Filtrer, registry filtrer. d'images. Ah oui. Tu prends notre registry interne déjà. Ouais. Voilà. Hop. Bah ouais. Ah, regarde, ça s'est amélioré, 20 semaines. Et c'est vrai que déjà, on est mieux. On est plutôt à 4-5 mois en moyenne pour nos images sur notre registry interne. C'est déjà un petit peu mieux. Et donc, on voit alors, en haut les images qui ont un bon score, qui sont plutôt fraîches, entre guillemets. Et puis, plus on descend, plus on a les images sur lesquelles il va falloir travailler. Alors, c'est pas pour pointer du doigt, c'est plutôt pour dire, tiens, c'est là-dessus qu'il faudrait faire l'effort. Et ça arrive même, malheureusement, voilà, des scores négatifs pour le dernier. Je ne sais pas ce que c'est que cette image, ça fait des mois que je cherche. Et je crois que c'est mon projet, celui que j'ai fait il y a un certain temps. Non, Louis, c'est pas possible. Et- Ça fait des mois qu'on cherche qui est le responsable de ce projet là, Ah, qui, mais qui- qui n'évolue plus. tu sais, il est en route, moi j'y touche plus, hein. Et ça Est-ce que, marche. est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est déjà? Credit CPI, vous savez, quand on fait un jeu vidéo chez Ubisoft, évidemment, à la fin, il faut afficher les noms de tous ceux qui ont travaillé dessus. Donc, ce petit service permet de savoir, pour tel ou tel jeu, quels est les gens qui ont travaillé dessus. Intéressant. Voilà. Tu crois que tu Du pourrais coup, me ça bouge pas tous les jours. tu crois que tu pourrais me rajouter sur Assassin's Creed, ce qui vient de sortir? Peut-être, on peut essayer. On fait ça après. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'aller s'en servir comme exemple, Allez. de filtrer sur cette image et de voir un petit peu ce qu'on peut ressortir comme information. Donc là, tout de suite, toutes nos données vont être spécifiques à cette image-là. Ah oui. Louis, t'es sérieux? 3 ans? Bah, Mais écoute. qu'est-ce que tu fais depuis 3 ans? Des hackathons, des choses comme ça. Mais Euh, écoute, non, mais je suis sûr que ton outil ne me montre pas toutes les versions qui sont en ligne. Là, à 3 ans et demi, ça paraît beaucoup quand même. Écoute, on peut voir justement que tu as un tag plus récent, que tu as légèrement dû oublier de mettre en production. C'est possible. Je sais plus quoi faire. Si quelqu'un veut Ça repartir, marche. si quelqu'un veut repartir avec son Louis en fin de séance, n'hésitez pas. Euh, Est-ce que tu ne te demanderais pas par hasard, Hmm. Louis, d'où ça vient ces informations? Bah ouais, j'imagine que tu vas nous sortir un truc de derrière les chapeaux. Comment tu as réussi à avoir toutes ces informations sur mes superbes images et mon super score? Et c'est le moment où on va pouvoir crâner un petit peu et où tu peux repasser sur les slides. Hop. On a donc utilisé un petit outil qui s'appelle Crâne, qui va nous permettre d'interroger le registry d'images Docker sur lequel les images sont stockées, qu'on peut utiliser en mode CLI simplement pour récupérer par exemple la configuration d'une image, donc là en l'occurrence la dernière Alpine, et on retrouve plein de métadata, par exemple la date de création, etc. etc. Enfin, j'imagine que tu n'utilises pas cet outil comme ça tous les soirs pour te connecter et le lancer à la main sur tous les clusters. T'imagines bien. On est développeur Go, il se trouve que Crâne est un outil écrit en Go et que notre outil est écrit en Go aussi, donc forcément on peut l'utiliser comme une librairie Go de manière assez facile. Voilà, Crâne config, on récupère la config de l'image et puis après on en fait un peu ce qu'on veut. Et on peut faire plein d'autres choses. On peut également récupérer, ça c'est en CLI, la liste de tous les tags d'une image, de Alpine par exemple, donc c'est-à-dire toutes les versions. Et alors je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent du semantic versioning pour taguer leurs images dans la salle. Vous êtes fatigué, vous ne levez pas les Un, bras deux, ce matin. trois. Quelques-uns un petit peu, c'est bien, il faudrait qu'il y en ait Ça plus. va. C'est assez pratique parce que du coup on va pouvoir commencer à comparer les tags plutôt que d'avoir des checksums de commit ou des choses comme ça. Si on fait du semantic versioning, on va pouvoir les comparer et par exemple se dire est-ce que la 3.17 est plus récente ou pas que la 3.18 et ainsi de suite. Et donc c'est ce qu'on fait. Déjà ça nous permet de filtrer tous les trucs qu'on ne veut pas, les latest, etc. qui ne veulent pas vraiment dire quelque chose et surtout qui changent.
Et du coup, c'est comme ça qu'on va savoir combien de tags notre ami Louis a produit et qu'il n'a pas encore mis en production. Quelques-uns. Voilà, un en l'occurrence. Et donc, du coup, bah, la même chose en Go. Bon, alors attends, retournons un peu sur ton outil là. Après, c'est vachement bien et tout, j'ai plein de métadonnées, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? On peut creuser, Louis. On peut On peut creuser? creuser Ah, ça, plus. pour creuser. Du coup, est-ce qu'il y a un autre dashboard? Ah, mais tu m'as prévu dans les onglets. Ah, On a d'autres informations. En fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est analyser le contenu de l'image. Donc, en fait, on va faire ce qu'on appelle un software bill of materials. ah, Ah, ça y est, je suis allé trop vite. Pardon. Je ne sais pas si ça parle à des gens, SBOM ou Software Bill of Materials dans la salle. Un petit peu, quelques-uns, ils n'étaient pas levés la main. Et alors attention, on va faire un truc très technique. Ceux qui en produisent vont garder la main levée. Plus personne. Plus personne. Voilà. Alors je n'ose pas vous demander qui l'utilise après l'avoir produit, parce que forcément plus personne. Le concept est assez simple. Alors d'abord, d'où ça vient? Ça vient des États-Unis, comme beaucoup de choses malheureusement. Ça vient du gouvernement américain qui a demandé d'avoir en plus des logiciels, la recette des logiciels, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc toutes les dépendances, etc. Vos modules, vos binaires, vos machins, tous les trucs qui sont utilisés. Et donc c'est assez simple à générer. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient à la présentation tout à l'heure, on a vu qu'il y a des outils qui le font tout seuls. Bah, c'est ce qu'on a fait également. On a utilisé un petit outil qui s'appelle Sift, qui est un outil open source. Alors il y en a plusieurs qui vont aller décortiquer soit des file systems, soit des systèmes de fichiers en français, soit des images Docker, donc en l'occurrence là une Alpine, qui va ouvrir tous les layers, qui va regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui va nous sortir toute la liste des binaires, des paquets, etc. Donc là c'est du Alpine, donc ça a sorti la liste des paquets Alpine. Et donc il se trouve que Sift est en Go, Donc tu open as sorti, source, oui, du coup, la même chose développeur en Go, Go. voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a intégré comme une librairie. Donc Et ça demande un peu plus de code, mais on y arrive assez bien. 3 fois plus de code. Ouais. 3 lignes au moins. Et donc, du coup, grâce à ça, on peut avoir la liste de nos packages, les relations entre ces packages, parce que souvent, on va avoir des dépendances. Vous allez installer un paquet ou quelque chose, ça va avoir des dépendances et les tirer, donc on peut avoir cette information-là. Ainsi que les informations de release, c'est-à-dire quel système d'exploitation on utilise dans notre image, en l'occurrence. Et donc, c'est quelque chose que forcément, Que du on coup, a tu as intégré ajouté sur notre dashboard. le Ouais. fameux dashboard où je suis allé trop vite. C'est pas très grave. Ah, du coup, là, on voit effectivement les BusyBox, les Alpine, les Debian. Et là, on voit un peu l'overview de tout ce qu'on a sur ce cluster-là, effectivement, en particulier. Donc, tous ces systèmes d'exploitation avec les versions et ainsi de suite. Peut-être ce qui va t'intéresser plus, toi, c'est Ouais, de d'aller voir te filtrer. Credits API. Vas-y. Alors, une Alpine 3.10. Oh bah, je suis sûr que ça va, ça doit être une des dernières versions, ça. Mon pauvre Louis, je crois que j'étais pas né quand la 3.10 est sortie. Ah, Non, et en plus, honnêtement, je pourrais pas te dire comme ça de tête là quand elle est sortie et à quel niveau elle est vieille. et comment on pourrait savoir ça, du coup? À part en allant sur le site d'Alpine. Eh ben, écoute, je pense qu'on peut interroger des sources sur Internet. Hmm. Il y en a une en particulier assez intéressante, un site qui s'appelle End of Life. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent ce site. Tu as le droit de lever la main, toujours, ça fait un peu d'exercice. Ah, c'est bien, il y en a quelques-uns. Ouais, C'est super intéressant parce qu'ils ressortent beaucoup d'informations sur plein de produits. Alors, les OS, évidemment, mais plein d'autres choses. Et donc, en l'occurrence, on va pouvoir regarder sur Alpine les informations qu'ils nous donnent. Donc, on a la liste de toutes les ouais. releases. La 3.10 n'apparaît même pas. C'est dingue. Je crois qu'ils ont arrêté de la faire. Ah, La voilà. Oh mon Dieu. écoute, quand je l'ai utilisée, elle n'était pas en end of life, ça va? Ça passe. Ça passe. Et donc, du coup, en plus de la date de release, on a également la date de fin de vie, depuis laquelle il n'y a plus de support, de nouvelles versions et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant quand on a envie d'analyser un petit peu nos images, savoir ce qu'il y a dedans, savoir si nos images sont à jour ou complètement abandonnées. Du coup, tu l'as utilisé dans le Grafana? Exactement. En fait, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a une API REST, assez facile à utiliser. Voilà, donc comme une API REST qui nous ressort un fichier JSON. Et là, c'est l'exemple avec Alpine, avec ce qu'ils appellent des cycles, donc des releases. Donc on voit la date de release, la date de fin de vie, et ainsi de suite.
et donc effectivement intégrer Attends, dans Grafana. du coup, je vais aller voir. Tac, tac, Mon tac. score magique de moins 43%, qu'est-ce qu'il donne? Outdated Operating System. Ah bah oui, 8 versions de retard. 8 versions de retard, c'est pas mal, hein. Mais ça a du sens. Et je pense que si tu continues, Ah oui, End of Life Operating System. voilà, plus de 2 ans déjà que tu n'as plus de support sur ton OS qui tourne sur ton conteneur. Ça marche, c'est pas si mal. On peut faire mieux. Ok, bon, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que mon image Docker, elle est un peu vieillotte. Bon, d'accord, je vais modifier la ligne from, je vais mettre 3.18. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? On peut continuer de creuser, Louis. On peut continuer de On peut creuser? continuer. On peut récupérer d'autres informations. On a vu que sur le site End of Life, on n'avait pas uniquement les OS, on avait aussi ce qu'on va appeler les runtime, donc la version de Java, la version de Python, de Node, etc. Et c'est également des informations qu'on a ressorties dans notre Software Bill of Materials. Et donc, du coup, on peut, de la même manière qu'on a ressorti ces informations sur les OS, sortir la même chose sur les runtime. Hmm. Bon, encore une fois, un petit overview. On voit qu'on Ouais. fait essentiellement du Go. Ouais, on est très go hein, chez Ouais, Ubi. ouais. Ah, il y a Tout cas, quelques c'est- javaïstes quand même. Hein. Enfin, deux projets. Ouais, c'est Jean-Marc dans le fond là-bas, Ouais. on n'arrive pas à s'en débarrasser. Bon, du coup, allons voir mon petit projet à moi. Go 1.13. Oui, bon bah c'est pareil, hein, on reste dans le même moule, hein. Ouais, allez, je suis quand même une mineure avec 2 chiffres. Attends, elle est Je pas sais, si vieille. je me souviens pas s'il y avait déjà les Go modules à l'époque. Peut-être pas, je Ouais, sais hein. pas. Bon, du coup, j'imagine que tu as intégré une manière de voir de combien de temps elle est outdated. Et bah exactement, de la même manière, on peut voir le nombre de releases en retard. Ah bah, 8 releases en retard, voilà, pas Colm mal, bon Alpine. travail. Parfait, je suis consistant. Et Et de alors, savoir, est-ce qu'elle est en end of life? depuis plus de Hmm, 3 ans, pas mal, joli Pas score. mal. Ok, bon, Bon bah au boulot, hein, écoute. Louis. Ouais, je vois que je vais pouvoir faire quelques mises à jour. Mais alors c'est bien, du coup j'ai mon image et tout, j'ai l'environnement, enfin le runtime. Est-ce que je peux aller voir ça pour mes packages Go, pour d'autres choses? On peut continuer de creuser. On peut On continuer de peut creuser? continuer. Ce qu'on a récupéré dans notre SBOM, dans notre recette d'image, c'est également bah, tous les petits composants qu'il y a à l'intérieur, et donc du coup les packages. Et Ah, donc du coup, on va pouvoir regarder effectivement ces packages. Voilà. ok. Donc on voit toutes sortes de packages. En fait, on a des packages Go évidemment, enfin des modules Go, des packages Alpine, Debian, etc. qui viennent donc de différents écosystèmes. Python, Hmm, si on fait du Python. Tu as fait du Python d'ailleurs il n'y a pas longtemps, c'est vrai. etc. Mais du coup ça vient aussi de endoflife.date? Alors non, ces données-là viennent de un site qui s'appelle Ecosystem. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent ou qui connaissent celui-là. Vous avez le droit de lever la main. Non, pas grand monde. Non, personne, je vois pas là-bas. Non. Celui-là est vachement bien aussi parce qu'il nous sort beaucoup d'informations sur tous les packages de plein d'écosystèmes différents, que ce soit du Java, du Node, du Go, du Python, du Ruby, etc., Ah oui. du Ah, Alpine. pas du Voilà, Alpine, très bon tiens. exemple. Allez, on va aller voir la 3.10, la fameuse. Et donc, on peut avoir pour chaque paquet ou module ou en fonction du nom de l'écosystème, la liste, enfin des informations et la liste de ses versions. Bon là il y a une version. Et donc, en fait, on sert de ça tout simplement pour savoir, bah, pareil, même système, si ça supporte du semantic versioning, on va faire des comparaisons de semantic versioning pour savoir combien de versions on a en retard. Et du coup, j'imagine que tu vas nous sortir une librairie ou une API pour intégrer ça dans ton Une Grafana. API REST, mon cher Louis, une API REST. Une API REST. Une API REST très facile à utiliser qui nous sort du JSON sur les versions, par exemple, des différents packages. Donc ça, cet exemple-là, c'est pour un package Alpine. Un Beesbox. Et on a la même chose pour, par exemple, un module Go. Donc ça, c'est toutes les versions du client Kubernetes, pardon. Hmm. Et donc, effectivement, Alors, attends, je vais retourner. Du coup, je vais filtrer sur mon petit credit. vas-y, n'hésite pas. Alors, ok. Donc, ouais, j'ai du APK,
Du Go module et et un un binaire. binaire. Bon, ça a du sens. Ton binaire, c'est ton application Go. Ouais. Et du coup, j'imagine que, comme d'habitude, Donc, un petit. tu peux voir en haut effectivement la Ouais. liste des modules, des paquets avec les versions. Ah oui, Et comme tu le disais, on peut descendre un peu. Outdated packages. Oh, regarde, je suis dans le vert. oui, c'est Pour une limite, c'est fois. étonnant, c'est étonnant. C'est peut-être un bug du système, ça fera quoi? Il va falloir Ouais, je creuser sais après pas, la hein. conf. Il faudra creuser, hein. Oh, on voit quand même que j'ai quelques versions de retard là en haut à droite. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est rassurant, c'est qu'effectivement, on est déjà à plus de 20 versions de retard sur certains Aïe, modules aïe, Go, aïe, aïe, ce aïe. qui n'est pas forcément une bonne chose, hein. Bon, bah écoute, Peut-être te c'est. laisser bosser un peu là et je vais prendre un café? Ouais, je vais y aller. Ouais. Non, mais après, bon, effectivement, j'ai des versions de retard, j'ai un OS qui est dépassé, j'ai des packages qui sont pas à jour et tout ça. Mais au final, moi, mon API, elle marche. Les utilisateurs, ils se sont jamais plaints. Je veux dire, je veux pas m'ajouter du travail pour rien. Du coup, Alors, pourquoi je ferais tout ça? parce que pour l'instant, ça tient, mais on n'est jamais à l'abri de problèmes de sécurité. Alors, pas forcément que ça. Déjà, des bugs fixes. Donc, Ouais. une bonne raison de mettre à jour régulièrement, c'est d'avoir des bugs fixes. Et la deuxième, effectivement, on peut parler un peu de sécurité. Parce qu'au fur et à mesure, il y a des nouvelles failles de sécurité qui sont découvertes. Pardon. Oui. Vas-y, fais comme tu le sens, hein, fais comme chez toi. Des nouvelles failles de sécurité qui sont découvertes et donc qui s'accumulent et potentiellement ton application devient une porte d'entrée pour des méchants gens qui voudraient rentrer chez nous. Hmm. Et donc, transition, c'est que tu me laisses Transition. parler encore, exactement. Et donc, on va utiliser un scanner de vulnérabilité pour détecter les vulnérabilités qui affectent nos packages. Donc là, l'exemple qu'on a pris, alors il y en a plein. Celui qu'on a utilisé, nous, c'est Grip, parce qu'il fait partie de la même famille que Sift. Donc, il est open source, il est en Go, il est basé sur Sift. Donc là, en l'occurrence, quand on l'utilise en CLI, il va utiliser Sift en mode librairie pour analyser l'image, retrouver tous les packages, etc. Et ensuite, il va comparer chaque package avec, dans sa base de données interne, les packages qui sont affectés par certaines vulnérabilités. Là, visiblement, ça va. Alpine, ils sont à jour. C'est pas la Voilà, 3.10, quoi. une dernière Alpine qui a été analysée hier, avant-hier, je ne sais plus. Pas de sécurité, donc pas de faille de sécurité, pardon. Donc ça, c'est bien. Évidemment, comme c'est du Go, on peut également l'intégrer comme une librairie. Hmm. Et donc, comme on avait déjà catalogué entre guillemets, nos images tout à l'heure avec Sift, on peut récupérer cette liste, réutiliser cette liste de packages pour en sortir une liste de vulnérabilités qui s'appliquent à notre image. Donc ça, tu l'as ajouté sur le Grafana. T'as bien Classique. deviné. Et commence à comprendre vite, hein. Ouais. Donc, on a un dashboard qui va nous présenter effectivement les vulnérabilités qui affectent tout le cluster. 1407. Ouais. Alors ouais, et on parlera un petit peu après de vulnérabilité dans le détail. Bon, Mais déjà, tu peux refiltrer si tu veux. ouais, pour aller sur le mien. Alors, credits. Hop. Il y a beaucoup de failles. Je vais peut-être mettre que les critiques. Ouais, on va peut-être se concentrer là-dessus pour commencer, effectivement. Sinon, t'en as pour la journée. Ouais, déjà. 12. C'est pas Ok. mal, c'est mieux déjà que Ah, tous donc failles critiques en 3 ans. on voit les CVE et tout. Ok. Mais bon, bah c'est intéressant. Mais qu'est-ce que c'est GHSA? Enfin, moi je sais pas ce que c'est CVE. Ça n'a. Enfin, C'est pas des numéros de tickets GRA, oui. ah. GHSA, c'est GitHub Security Advisory. C'est une source, c'est une base de données qui répertorie des vulnérabilités. Il y en a d'autres, hein. Ok. NVD qui est la plus connue, etc. Tu peux cliquer dessus, n'hésite pas sur le nom, et ça va t'envoyer de manière assez magique. Je suis devenu un expert en Grafana ces derniers jours. Autorisation bypass through user. Ah oui, c'est pas terrible. Les Non, mecs peuvent faire. elle a pas l'air terrible celle que tu as pris là. faire Tu veux pas en prendre une autre là parce que celle-là elle commence à me faire peur. Je me demande Ouais. si je devrais pas appeler la sécurité tout de suite. Attends, On va peut-être arrêter tes pods. je vais regarder les autres. Attends. Vas-y. Prends-en une moins méchante. Un 2022. LibCurl. Mais moi, j'utilise pas LibCurl. Je m'en fiche un peu de cette CVE. C'est bizarre, hein. Tu n'aurais pas installé curl sur ton image? C'est possible. C'est peut-être pour ça que mon image elle fait 160 mégas alors que c'est juste Ouais, je me disais aussi. juste un else en plus de notre Effectivement. API. Mais tu as mis le doigt sur un des problèmes classiques quand on va essayer de traiter un peu les vulnérabilités.
c'est que c'est pas évident d'aller trouver les vraies vulnérabilités qui nous affectent réellement. Souvent, les scanners vont retrouver les vulnérabilités qui affectent les packages qu'on a dans notre image, mais c'est pas pour autant qu'on va être affecté parce que peut-être que ça va affecter un binaire que finalement tu n'utilises pas. Ou que le chemin du code va pas prendre ce chemin-là particulier, ou que ça dépend d'une variable d'environnement, de configuration particulière qui fait que finalement on n'est pas affecté. Donc, je pense qu'on peut repartir sur les slides. Donc, parlons un peu de gestion de vulnérabilité. Un des premiers... Oui, voilà. Je t'ai perdu. Le vrai premier problème, c'est effectivement arriver à faire le tri un peu dans tout ça, dans les vulnérabilités qui nous affectent ou pas. Et je pense que tu peux passer. Ah oui. Et le deuxième problème, c'est la criticité des vulnérabilités. Il faut savoir que souvent, la criticité des vulnérabilités est définie par les gens qui gèrent les bases de données de vulnérabilité. En l'occurrence, une qui est assez critiquée, c'est NVD, qui est pourtant la plus grosse, où c'est eux qui définissent la criticité, et pas du tout les développeurs du software qui vont souvent dire ça c'est mineur parce que telle raison, et eux ils vont dire ah bah non, 9,8 sur 10, ça c'est super critique parce que mon Dieu, il y a écrit overflow dans le titre. Ah, ça doit faire plaisir aux mainteneurs de libcurl, ça. Ils adorent. On vous laissera voir si vous voulez voir. Du coup, c'est pas forcément parce que vous avez un truc qui est niveau critique que en fait c'est forcément vraiment critique. Ça vaut le coup de regarder, mais il faut savoir des fois faire le tri un petit peu. Et donc pour faire le tri, il y a un projet qui s'appelle OpenVex, qui est une implémentation de Vex, Vulnerability Exploitability Exchange, qui est en fait un concept assez simple. C'est de dire, on va mettre dans un fichier la liste de ces vulnérabilités qui sont censées nous affecter, mais qui finalement ne nous affectent pas. Genre la libcurl. Voilà, la libcurl pour toi, que tu n'utilises pas. Tu le rajoutes dans un fichier qui est un fichier défini par une spec au format JSON. Tu as même des outils pour les générer, pour voilà, etc., faire plein de choses. Tu peux le faire en Go, ouais, évidemment. Et ensuite, les scanners vont utiliser en plus du software Bill of Materials, etc., de leur base de données, ils vont utiliser aussi en entrée ce fichier-là pour dire en fait, finalement, celui-là, il n'y a pas besoin de le montrer à l'utilisateur. On sait que cette faille de sécurité ne l'affecte pas finalement parce que dans tel contexte, ça n'a pas de sens. Mais du coup, j'ai juste à écrire mon JSON et pas à y retoucher. Je le fais une fois. Ça. Ok. Tu le fais une fois, puis la prochaine fois qu'une nouvelle faille aura été détectée et que tu l'auras analysée et que tu auras vu que finalement elle ne t'affecte pas. Encore du travail. Encore là, c'est dingue, ils n'arrêtent pas. Donc du coup, on a fait beaucoup de boulot là pour essayer de filtrer un peu toutes ces vulnérabilités. Et puis on va se dire à un moment donné, il y en a quand même 2 ou 3 qu'il faut peut-être vraiment fixer. Peut-être que celle sur GoRestful, en fait, peut-être que tu es vraiment affecté en fait. Alors qu'est-ce qu'on fait celle-là, Louis? Eh bien, on les fixe, Louis. Oui, bien sûr, on les fixe, oui. Ils s'endort tout le temps. Oui, on va les fixer, oui. Une bonne manière déjà de fixer les vulnérabilités, souvent, c'est de réduire la surface d'impact de votre image, en fait, de votre build. Et donc, souvent commencer par les base images. Donc, voilà, souvent, quand on a des images de base un peu grosses, forcément, on a beaucoup de choses qui viennent avec, par exemple des curls qu'on n'utilise pas, avec des vulnérabilités, etc. Donc, une bonne manière de faire, c'est de changer d'image de base. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ou qui utilisent Distroless. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Ouais. C'est un projet qui vient de chez Google, qui essaye de dire, en fait, justement, on va essayer d'avoir des images de base le plus petites possible, donc sans distribution, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est basé sur Debian quand même, et qui sont plus spécifiques à être exécutés dans un environnement de conteneur. Les gars qui ont fait Distroless, après ils sont partis et ils ont monté leur boîte qui s'appelle ChainGuard. Et ils ont dit c'était sympa ce concept, mais c'était un peu un POC. Et puis on va le mettre en prod, quoi. Et puis on va faire la prod chez ChainGuard. Ça va s'appeler les images de ChainGuard, qui sont basées en fait sur leur propre OS. Donc ils ont fait leur propre OS qui s'appelle Wolfie, qui est spécifique au conteneur. Et c'est plus petit. Alors, en gros, ils ont 2 objectifs. Le premier, c'est d'avoir des images de taille plus petite et de ne pas avoir de CVE, enfin de vulnérabilité dedans. Donc il y a plein de trucs automatiques, automagiques, etc. pour que ça reconstruise automatiquement les paquets, les images et tout dès qu'il y a des patchs de sécurité accessibles. Et donc ce sont souvent, tout le temps, les images les plus à jour en termes de patchs de sécurité. Comment ils font pour être aussi carrés sur la sécurité? Ils ont un secret, ils ont des images toutes petites.
En fait, tous ces trucs-là, c'est parce que quand j'ai commencé à préparer le talk, avant, j'ai récupéré des gens que je voyais passer sur Twitter, je les récupérais, je les mettais de côté. Et puis après, comme ça, on a rempli les slides avec. Pratique. En vrai, ils ont plein de comparaisons sur des vraies images, des vrais cas. Donc, vous pouvez voir de ce côté-là l'image de ChainGuard qui est plus petite que celle de Alpine, enfin, une qui est basée sur Alpine qui est là. Et donc voilà, c'est un des critères. Alors forcément, il n'y a pas que ça, mais c'est toujours bien d'avoir des images plus petites parce que ça fait moins de transferts, parce que ça veut dire qu'il y a moins de choses à l'intérieur, donc il y a moins de risques d'avoir des failles de sécurité, des machins, etc. Donc voilà, une bonne pratique. Vraiment, regardez les images ShaneGuard, elles sont vraiment bien. Et c'est une bonne pratique à mettre en place pour réduire le nombre de vulnérabilités. Ensuite, surtout, c'est les dépendances, c'est mettre à jour ces dépendances. Donc je le fais pas à la main. Pardon? Je le fais pas à la main. Oui. Je fais pas mes go mode, non. Euh, Quand il y a des failles de sécurité qui sont découvertes, généralement, les développeurs de projets vont fournir des fixes et ça arrive assez vite. Le problème après, c'est de mettre à jour ces versions, etc. Donc il y a des outils pour faire ça, pour mettre à jour automatiquement toutes ces dépendances, Dependabot, RenovateBot. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'utilisent un petit peu. Ah, plus ça quand même, Oh, c'est oui. pas mal. C'est pas mal. Le problème, souvent, ce qu'on voit, c'est le côté un peu spam de ces outils qui vont pas arrêter de créer des pull requests, etc. Il faut penser à les merger, il faut les vérifier, il faut valider, tout ça. Donc, c'est pas que tout rose, mais il y a un gros avantage, c'est qu'il vaut mieux le faire régulièrement, petit à petit, que de se retrouver un jour, se réveiller au bout de 3 ans et se dire ah mince, j'ai 20 versions de retard, ça va faire mal, et je vais y passer une semaine. Bonne semaine d'ailleurs. Je pense qu'on peut enchaîner. Ah oui. En fait, en gros, toutes ces pratiques-là en fait, qu'on est en train d'évoquer, finalement, c'est des pratiques du continuous delivery. C'est release early, release often, patch early, patch often. Automatiser, tester, globalement, c'est you build it, you run it. Donc, You own it. c'est pas uniquement pas. You own it. Voilà, exactement. C'est pas parce que tu as fini de builder le truc, tu l'as mis en prod et puis tu peux partir faire autre chose pendant 3 ans. Ah. C'est un expert à Assassin's Creed maintenant. Donc voilà, faut vraiment prendre ça en compte. Ah oui. On va essayer. Mais du coup, tout ce que tu nous présentes là, bon, c'est vachement cool parce que c'est plutôt informatif. C'est surtout ça. Tu t'exposes toutes les données que tu trouves, mais ça m'a jamais bloqué puisqu'en 3 ans, j'ai pu continuer à travailler sur d'autres choses. Ça n'a jamais mis à jour à ma place. Donc, je vais pas me retrouver le lendemain avec un breaking change qui a fait tomber l'API. J'ai l'impression qu'on voit pas non plus mes images qui sont sur l'autre test. Donc ça ne m'affiche que vraiment les infos qui sont intéressantes en prod. Et évidemment, si je veux aller voir Jean-Michel qui est derrière moi et qui fait tourner son autre service, je peux lui dire tiens, regarde, ton truc, il est plus à jour depuis 2 semaines. Donc, ouais. Est-ce que ça te paraît bien comme. C'est très bien, ça me paraît un bon résumé pour l'instant. Mais. Ah oui, bah, du coup, est-ce que, vu qu'on parle de Jean-Michel, est-ce que toi, tu as des exemples de comment on l'utilise à Ubi? Tout à fait, exactement. On peut parler un peu de retour d'expérience. Donc, on a des équipes qui l'utilisent. Et alors, figure-toi qu'en fait, ils s'en servent pendant les Ops Review. Alors, en fait, ce qu'il faut. Est-ce que les gens, ils savent ce que c'est une Ops Review? Ah, de menteur. Est-ce que vous avez Enfin, qui fait des Ops Review ou sait ce que c'est une Ops Review? Ah voilà, t'as fait le maintenant. Maintenant, tu leur expliques. Du coup, c'est toutes les semaines, on fait une petite réunion de 10 minutes, un quart d'heure par équipe, où on va aller voir un peu l'état des services, voir s'il n'y a pas eu d'incident, voir un peu les requêtes par seconde, voir les latences et des choses comme ça, pour essayer de voir un peu la vie de notre service, pour pas se dire, bah là, on a eu un pic de latence et on l'a pas vu passer parce que personne ne regardait les graphes. Donc voilà, pendant 10 minutes, un quart d'heure, on fait ça et ça change chaque semaine de personne qui est responsable de ça. Elle est longue ta semaine de 3 ans, Louis. Il y a eu beaucoup d'Ops Review, approximativement 0. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est Alors ça, c'est un petit graphe, c'est un exemple. Tu voulais un exemple Attends, je vais essayer de l'analyser. Vas-y, je t'en prie. Ah oui, donc en haut, on voit le score. Ouais, bon, bah, du coup, ils étaient un peu des cancres. Hein, ils étaient à 0, presque à 0%. Et le 17 mai, visiblement, ils se sont réveillés et ils ont dû mettre à jour. Voilà, c'est à peu près ça se redé...
as d'autres choses à dire dessus? Parce que Non, moi, non, c'est ça en fait. Il s'agit là d'une dépendance externe, une équipe qui avait une dépendance externe, en l'occurrence c'était Cert Manager. Et donc à un moment donné, ils se sont rendus compte effectivement, ils surveillaient un peu, puis ils se sont dit tiens, on a 8 versions de retard, va peut-être falloir qu'on mette à jour. Donc ils ont mis à jour et puis on voit l'impact. Surtout ce que je voulais montrer, c'est qu'en fait, comme on expose des métriques Prometheus, là jusqu'à maintenant, vous avez montré dans la démo l'état à un instant T, enfin maintenant. Mais on a aussi tout l'historique. Donc c'est aussi pratique pour voir l'historique et pour voir justement à travers ces Ops Reviews. En fait, on regarde l'évolution pendant une semaine, 2 semaines, ce que vous voulez, un mois, pour voir en fait comment ça se dégrade au fur et à mesure. Et puis si vous voyez un truc qui se dégrade tranquillement, vous pouvez dire bon bah c'est peut-être pas trop urgent. Inversement, quelque chose qui va se dégrader beaucoup plus vite, vous allez peut-être vous dire ah bah tiens là, il faut que je mette l'accent là-dessus. Et ça va vous aider à vous donner des priorités en fait sur quoi faut travailler. mais du coup, ouais, je vois cette slide. Combien ça coûte de faire toute cette observation t'as besoin de CPU, Et de oui, rien n'est database pour avoir les points, de trucs comme ça doit coûter un pognon incroyable. et bah, rien n'est gratuit, mais ça va, ça reste quand même. Donc on a besoin un peu de CPU pour analyser. C'est configurable. Nous actuellement, on analyse toutes les heures nos images. À part si vous déployez une nouvelle version, ça va être analysé instantanément. Et puis après, c'est gardé en cache pendant à peu près 1 heure. Donc du coup, même s'il y a un changement de plot, quoi que ce soit, vu que c'est l'image est gardée, enfin le résultat de l'image est gardé en cache, du coup, on réanalyse pas la même chose en continu. Après, le vrai petit point noir, en fait, c'est le côté réseau, le transfert d'image, c'est qu'en fait, on refait du boulot que votre cluster Kubernetes va faire déjà en dessous de vous, c'est de télécharger ces images, parce qu'on refait la même chose finalement. Donc après, si vous avez des petites images, c'est pas gênant. Si vous en avez des plus grosses, ça va prendre un peu plus. Donc voilà, c'est le seul petit point qu'il faut améliorer. Ouais, ce sera fait. Oui, bien sûr. Et après, côté stockage, donc, comme je disais, on est resté sur des métriques Prometheus. Donc du coup, on génère des time series. Donc il faut savoir que c'est déjà configurable en fonction, par exemple, de savoir si c'est vos images internes ou externes. Vous pouvez gérer pour pas exposer le même nombre de time series ou avec le même niveau de détail. Par exemple, peut-être que si vous analysez l'image Prometheus open source, vous n'avez peut-être pas envie de savoir tous les modules Go qu'il y a à l'intérieur, peut-être simplement de savoir quelle version de Go, quelle version de l'image, ça vous suffit. Donc dans ce cas-là, ça va utiliser beaucoup moins de time series. Peut-être que vous voulez tout le détail, hein, c'est possible aussi. Et surtout, c'est des time series qui vont se compresser très bien, comparé à celles que vous avez l'habitude d'utiliser si vous vérifiez, par exemple, si vous monitorez le CPU ou la RAM de vos pods, avec des valeurs qui vont changer en permanence. Là, les valeurs, ça reste toujours les mêmes. Bah, surtout sur Credit CPI, hein, ça va pas changer en 3 ans. Sauf sur les vulnérabilités, Louis. Euh, En fait, c'est les labels qui changent et ça se compresse bien. Donc, du coup, ça se compresse extrêmement bien comparé à les time series habituelles. Euh, et donc, après, la rétention est toujours configurable. Donc, là, le coût est pas monstrueux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait après ça? Est-ce Eh que ben, tu on as a le plein d'idées. futur Mais de ouais, cet outil? on a plein d'idées. Alors en fait, on a plein de checks. On fait déjà pas mal de checks. Vous avez vu le SBOM, les vulnérabilités, les machins, les metadata. On a d'autres idées. Donc, on parlait de vulnérabilité, la difficulté de bien analyser les vulnérabilités. Il y a les gars de DIS Labs, enfin Microsoft maintenant, qui ont un projet intéressant qui s'appelle le Image Layer Provenance, qui se sont dit en fait, en fonction du layer dans lequel la vulnérabilité est détectée, enfin le paquet affecté est détecté, on ne va pas vouloir le traiter de la même manière. Si c'est votre image de base, par exemple votre Ubuntu, vous n'allez pas le traiter de la même manière que si c'est dans votre layer applicatif à vous. Et donc du coup, c'est quelque chose, une information qu'on pourrait remonter pour aider à filtrer un peu les vulnérabilités, celles qui vont être dans les layers plus hauts par rapport aux layers plus bas, etc. Google a fait un projet assez récemment, il y a quelques semaines, qui est super intéressant, qui s'appelle Caps Lock, qui est spécifique à l'écosystème Go. Donc, désolé pour les autres pour l'instant. En gros, l'idée, c'est qu'ils analysent les capabilities de votre applicatif et surtout de toutes les dépendances à l'intérieur. Donc, ils vont être capables de détecter quelle librairie, par exemple, va faire des appels réseau, va aller lire des fichiers sur le système de fichiers, etc. Ah oui, c'est un peu comme sur mon téléphone quand je télécharge une nouvelle appli et qui me dit accéder à l'appareil photo, accéder aux fichiers, tout comme ça. Mais pour Exactement. tes applis. Et tu suis Ah, c'est pas vachement mal. bien. J'adore. C'est exactement ça, et surtout ça va être par librairie. Donc du coup c'est pratique parce que vous allez pouvoir voir l'évolution et vous dire bah tiens j'ai ma librairie de log là tout d'un coup qui se met à faire des appels réseau. Ouais, pas génial. Et il y en a plein d'autres, par exemple les gars de Jetstack, c'est eux qui font Cert Manager par exemple. Donc, certificats ici connaissent un petit peu. Ils ont un petit projet qui s'appelle Paranoia, pardon, qui est capable d'aller extraire justement des images Docker
les autorités de certificats. Ce qui peut être intéressant, notamment quand vous travaillez dans des boîtes qui ont des routes CA internes, de savoir quelles sont les images qui ont ce route CA, lequel, si vous avez changé, etc. Il y a plein de trucs sympas qu'on peut faire comme ça. Et puis surtout, on a envie de le mettre en open source. Parce Donc, que là, actuellement, les gens peuvent pas l'utiliser. non, pour l'instant, c'est inner source, comme on dit. Très à la mode. Venez travailler chez Ubisoft. Ah bah, conclusion. Bon, bah, je vais faire cette petite slide-là. Bah, moi, j'avais déjà des collègues qui faisaient de l'analyse au build. Bon, bah, c'est très très bien. Comme on voit à gauche, les conteneurs sont tout beaux, tout propres quand on les build. Ils sont tous à jour et tout. Moi, il y a 3 ans, ils étaient à jour, hein, quasi presque. Mais effectivement, au bout d'un moment, bon, bah, ça se transforme un peu comme le conteneur à droite. C'est un peu rouillé. On commence à avoir des vulnes qui apparaissent. Donc, ouais, Et bah, surtout la porte grande ouverte. Hein. ouais, surtout, ça fait Un peu beaucoup de open vent bar dans d'air. ton conteneur. Hein. Donc, du coup, l'analyse en continu, ouais, c'est pas mal. Ça permet de voir les choses évoluer dans le temps. Ce n'est pas fixe. Un autre point important à retenir, c'est vous concentrez pas que sur vos images à vous que vous construisez en interne. Dans votre cluster, il va y avoir plein d'autres choses qui vont tourner, des Prometheus, des Grafana, des machins, j'en sais rien. Donc du coup, regardez vraiment tout ce qui tourne. Souvent, on a tendance à se focaliser un peu sur nos images à nous. Ça va être le vilain petit canard là, noir. On se dit, bah, c'est là-dessus qu'on va avoir plein de problèmes. Et puis à côté, bah, ça a l'air tout joli. Ils sont jaunes, ils sont jolis, tout ça. Sauf qu'en fait, dès qu'on va commencer à regarder dans le détail, on va se rendre compte que, bah, en fait, il y a des canards qui ont 2 becs. Il y en a un, il a que la tête. Il y en a un autre là où il a que la tête aussi. Voilà, donc c'est pas génial. Donc n'hésitez pas à aller regarder vraiment toutes les images qui tournent dans votre cluster. Et puis demandez pas à une IA de générer une photo parce que c'est pas joli. Ça marche pas du tout. Non, ça marche pas. Et puis ce qui est cool, enfin ce qu'on a vu, c'est que bah, on peut avoir des actions là-dessus. Dans le sens où bah, je peux mettre à jour l'OS, je peux mettre à jour les packages, patcher les vulnérabilités, mais je vais jamais me retrouver avec quelque chose que je peux pas faire d'après cet outil. Donc il me donne vraiment que des informations qui sont intéressantes et sur lesquelles j'ai un levier d'action. Exactement. Cool. Et surtout, si vous devez retenir une chose de cette présentation, ne laissez pas Louis toucher la prod, s'il vous plaît. Ah, c'est pas si mal. Je tiens quand même à préciser que notre exemple de Credits API est complètement fictif, malheureusement, et que Louis est malheureusement un très bon développeur, donc on va devoir le garder, vous ne pourrez pas repartir avec ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions, et si vous avez des feedbacks à donner, bah, comme tout le monde, on a un QR code de feedback à scanner, voilà, tout ça. Et bah, si vous avez des questions, je ne sais pas si ça peut être maintenant ou plus tard, on est là toute la journée. Voilà, merci de votre attention. Merci. Bravo Louis. Sinon à table. Hein. Ouais. Bon, pas de questions. Soit c'était trop clair, soit personne n'a compris. Ah, un instant. Ah oui, pardon. Non, c'est réel. La preuve, on l'a réécrit en fait pour l'open sourcer. Ouais, tu peux parler des packages. Enfin, t'as packagé un peu les choses dans le Oui, code. on a mis les checks en fait de manière indépendante. Donc du coup, en fait, même si on a des trucs custom, en fait, on peut les garder custom de notre côté et avoir un truc qui soit customisable où du coup n'importe qui pourrait aller se faire un peu sa propre distribution en fait en rajoutant son propre check. Donc, par exemple, nous, une utilisation qu'on a, c'est que on a également plein de librairies qui sont internes, enfin des trucs qui sont internes. Et donc, on a une API interne pour aller vérifier les versions de ces trucs-là. On ne peut pas aller sur écosystème pour le vérifier. Donc, du coup, on a un truc qui check en interne, mais on a envie de le garder pour nous parce que c'est une API interne, etc. Et puis, ça va intéresser personne d'autre. Donc, c'est un exemple, effectivement. Et l'idée, après, ouais, c'est de pouvoir soit utiliser le truc de base parce que ça vous suffit, soit pouvoir l'étendre et puis rajouter des checks. Donc, c'est écrit en Go. Et puis, voilà. De rien. Mais on n'a pas de date encore pour... Et sinon, il y a quoi à manger ce midi? Bonne question. Du canard. Ça y est, l'autre, il a plus que la tête, c'est pour ça. Et ben merci encore une fois, et puis Ouais. à plus tard.
À plus tard et puis bon appétit.